Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Et si la médecine de demain puisait dans les racines d'hier? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Brassage, votre rendez-vous socio-culturel où l'Afrique pense, débat et se raconte. Ici, chaque semaine, nous brassons idées, traditions et enjeux contemporains pour mieux comprendre les mutations qui traversent nos sociétés. Vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui, nous levons le voile sur un univers souvent méconnu, parfois caricaturé, mais profondément enraciné dans notre quotidien, la médecine traditionnelle africaine. Elle soigne, elle guérit, elle apaise, elle unit le corps, l'esprit et la nature. La médecine traditionnelle africaine est présente dans les villages, dans les villes, sur les marchés, dans les foyers et aujourd'hui, elle s'ouvre au monde entier. Pourquoi ce retour massif vers des pratiques anciennes? Que cherchent ceux qui s'en approchent? Une réponse à la crise des systèmes de santé, une alternative plus naturelle ou un besoin de reconnecter avec soi-même et ses origines? Installez-vous confortablement, pendant 26 minutes, nous allons plonger dans cet univers entre héritage, transmission, économie, écologie et spiritualité. Avec moi aujourd'hui, 3 chroniqueurs pour éclairer ce sujet. Mohamedou Dia du Sénégal, bonjour. Bonjour Anya et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Alamine Mahamad du Cameroun, bonjour Alamine. Bonjour Anya, bonjour à tous. Et Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, bonjour Varso. Bonjour Anya, bonjour à tout le monde, un plaisir d'être ici. Entre beauté et diversité, Rania Aït Krasé rassemble les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Commençons par une évidence, la médecine traditionnelle africaine est un pilier historique de nos sociétés. Elle est locale, empirique, transmise oralement et elle reste la première forme de recours pour plus de 80% des populations rurales africaines selon l'OMS. Mais elle n'est plus confinée au continent, elle attire aussi chercheurs, laboratoires et consommateurs du monde entier. Alors, première question pour vous, qu'est-ce qui explique selon vous ce regain d'intérêt mondial pour la médecine traditionnelle africaine? Et on commence avec Mohamedou. Alors, tu as mentionné, une chose qui est importante. Premièrement, c'est quelque chose qui est local. Mm-hmm. Donc, les gens connaissent ces types de produits. Et aussi, c'est naturel. Donc, ce qui est la chose la plus importante, c'est une chose naturelle. Donc, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas des solutions comme les scientifiques et autres dans ce domaine-là, des solutions qui ont été ajoutées pour essayer de beaucoup donner ou d'atténuer ou soit augmenter la dose. La chose, elle est juste au seuil et exerce la même fonction que ça doit. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire à moins que cela soit abus. Donc, c'est une chose. Deuxièmement, également, c'est une richesse d'un savoir ancestral. Donc, c'est des produits qui ont été utilisés depuis des décennies. Nos arrière-grands-parents ont utilisé ça. Et aussi, les générations suivantes, jusqu'à nos jours, on les utilise. Donc, ce qui justifie également cet engouement par rapport au niveau mondial. Il y a également l'accessibilité. Quand je dis l'accessibilité, c'est à la portée de tout le monde. Par exemple, quand je prends l'exemple du Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest, supposons par exemple, pratiquement, de manière générale, c'est des zones où les forêts sont conservées. Et à travers cela, il y a des connaisseurs, il y a des savants qui sont nettement quelles sont l'utilité de certains types d'arbres, d'où les produits ou d'où la médecine tire sa source, d'où les médicaments tirent leur source. Donc, ils connaissent quels sont les arbres et quelles sont les utilités, également le dosage, la posologie de manière générale. Donc, tout ça, tous ces phénomènes, tous ces paramètres, ça explique pourquoi ça a un engouement. Et il n'y a pas d'effet secondaire. D'effet secondaire, c'est-à-dire, par exemple,
quand tu utilises, supposons, on te donne un paracétamol, par exemple, qui est de 1000 mg. 1000 mg, on te dit un enfant ne doit pas utiliser ça. C'est un adulte où tu dois utiliser ça juste en ces périodes. Donc, on te donne une indication. La plupart des médicaments traditionnels que nous utilisons, même si tu utilises à un dosage qui est un peu élevé, il n'y aura pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Contrairement aux médicaments de la nouvelle médecine, quand tu utilises, c'est automatiquement vers le coma, soit la diarrhée ou au lieu de te guérir, tu te nuis. Merci Mohamedou. Alamine. Je pense que Mohamedou a tout dit, mais je vais revenir un peu sur le côté naturel de la chose, parce que avant de faire la composition des médicaments, on passe par la nature. C'est vrai, il y a quelques produits chimiques qu'on ajoute et tout, mais tout ça vient d'abord de la nature. Donc, moi, je me dis, à force déjà, le corps, lui, s'habitue, nos anticorps s'habituent plus facilement aux produits chimiques. Du coup, il y a certaines molécules dans les médicaments, comme dans les médicaments du paludisme qui sont plus chez nous en Afrique, le corps s'adapte. Du coup, on est obligé de modifier la molécule à tout moment, modifier la molécule tout moment pour que les anticorps ne s'adaptent pas à toutes les différentes variantes de la molécule. À un moment, on peut utiliser avant, on utilisait la quinine. Après, la quinine est devenue inutilisable, ça ne servait plus à rien. On a changé. Ça aussi, ça ne servait à rien. À chaque fois, on cherche toujours à changer la molécule pour que le corps ne s'adapte pas. Pourtant, quand on utilisait les produits naturels, le corps ne s'adapte pas. Le corps, il répond positivement à ce qui vient de la nature. Par exemple, quand on prenait les feuilles ou bien les racines, surtout contre la typhoïde, quand on les prend directement 2-3 jours, il y a une sorte de concoction qu'on fait avec les racines. On met de l'eau à l'intérieur, on attend, et après on boit, ça soigne la typhoïde. Moi j'ai un cousin par exemple, lui, quand il prend les médicaments de la typhoïde, les médicaments, ça ne le soigne pas. Pourtant quand il prend la bouteille qu'on fait avec les racines, il n'a pas de problème. 2-3 jours, c'est bon, sa typhoïde passe. Du coup, on a tendance à se dire que mieux on se rapproche de la nature, parce que les médicaments qu'on envoie dans le corps, d'un côté, ça nous aide, mais de l'autre côté, ça pourrit notre foie, ce qui est sûr. Les paracétamol, l'excès de paracétamol, ça gâte le foie déjà. Ça crée des petits cancers au niveau du foie. Et il y a plein de médicaments qui ont des effets secondaires qui ne sont pas adaptés à notre physionomie. Donc, se rapprocher de la nature fait en sorte que tout ce qu'on prend, c'est déjà c'est Dieu qui nous a donné tout cela. Donc, le corps répond positivement à tout ce qui vient de la nature. Et aller vers la nature quand la majorité des médicaments ont des effets secondaires sur nous à long terme, je pense que c'est à cause de ça que tout le monde se rapproche déjà du côté de la nature. Merci Alamine. Varso, qu'est-ce qui explique selon toi l'intérêt mondial pour la médecine traditionnelle africaine? Et il est vrai qu'on assiste à un réel engouement justement qui pousse les gens à se questionner par rapport à la médecine traditionnelle, où c'est bien fait. À mon avis, c'est parce que les gens justement cherchent de plus en plus des soins naturels moins agressifs, comme l'a su dire mes deux amis, en parlant de prendre les comprimés, et puis à la fin on a l'estomac qui brûle et ainsi de suite. Alors que quand on utilise les plantes, ce n'est pas la même chose. La médecine traditionnelle africaine, c'est bien plus que des plantes d'ailleurs. Donc il faut savoir que c'est une philosophie de soins, de ce qui est centré sur l'humain et l'esprit et l'environnement. Donc nos aïeux, nos grands-pères, nos ancêtres, justement, ils respectaient la nature. Et la nature, en retour, prenait soin d'eux. On voyait des gens qui vivaient jusqu'à 115 ans et qui peut marcher, qui peut broyer des os. Alors qu'aujourd'hui, à peine 26 ans, tu commences à perdre tes dents. Chaque semaine, on doit aller voir le dentiste. Donc, c'est pour dire que eux, ils respectaient l'environnement, ils respectaient leur milieu de vie, et en retour, ils avaient justement de quoi être en bonne santé. Je prendrais par exemple l'exemple, je me répète, je prenais l'exemple sur le moringa par exemple, qui est l'arbre qui est surnommé l'arbre miracle. C'est utilisé justement depuis des générations en Afrique. Donc pour ses propriétés naturelles et médicinales, justement aujourd'hui il est exporté dans le monde entier comme un super aliment, qui valorisant justement ainsi le savoir ancien africain et sur la scène internationale. Merci Varso. Je suis désolé pour ajouter un détail très précis sur le moringa. Ça peut soigner par exemple l'anémie, qui est aujourd'hui de manière très fréquente. Oui.
ça peut soigner l'anémie. Ça peut soigner également l'insomnie, le moringa, la constipation, et même par exemple des personnes qui ont une santé fragile, qui est fragile, ou une santé sexuelle. Le moringa également peut soigner cela. Merci Mohamedou. Il n'y a pas que ça. Oui. Même pour l'anémie, il y a les feuilles d'oseille. La fleur de l'oseille qu'on utilise contre l'anémie. Il y a aussi les feuilles de manioc qu'on pile et on presse, on extrait le liquide. C'est vrai, il est amer, mais il soigne aussi l'anémie. Ça augmente les globules rouges dans le sang. Merci pour tous ces éclairages, mais cette médecine, aussi riche soit-elle, reste en grande partie non réglementée et peu structurée, parfois sujette à des pratiques douteuses. Comment faire évoluer cette médecine sans en dénaturer l'essence, selon vous? Alors, moi, pour répondre à cette question, je vais essayer juste peut-être d'essayer de la voir de la manière dont je vois pourquoi ces pratiques restent un peu... Il y a des personnes qui ont cet esprit de doute qui ne font pas confiance. Pourquoi? Parce que je dirais que, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas avantageux pour les firmes internationales. Pourquoi? Je vais donner l'exemple, par exemple, depuis l'avènement du Covid-19. Le Madagascar fut le premier pays à prétendre avoir comment ça s'appelle encore? L'antidote. Il faut parler sur le continent. Exactement, l'artémisia, par exemple. Oui. Donc, si par exemple, il y a des organisations internationales qui ne soutiennent pas peut-être la médecine traditionnelle africaine, c'est parce que ce n'est pas avantageux pour eux. Donc, je vais essayer juste de répondre dans ce sens. Moi, je ne trouve pas que bien les formes sanitaires et autres, c'est juste des gauches à droite, des maudits, mais c'est quelque chose qui est très sain, c'est issu de la nature. La manière, la posologie, les indications, c'est très 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 précis. Mais elle reste en grande partie peu structurée. Oui, on peut dire comme ça. Ça, c'est dans n'importe quel domaine, par exemple. Il y aura toujours le contrefaçon. Par exemple, il y aura des personnes qui vont dire que ça, c'est du moringa, et ils vont juste donner une poudre de n'importe quelle feuille, ils vont te dire que c'est le moringa. Et la personne utilise, et ça devient autre chose. Au lieu de se soigner, mais elle complique sa situation. Et peut-être des personnes également qui ne sont pas experts en ça, qui ne sont pas des praticiens au vrai sens du terme, vont juste dire que mon père était, donc sans avoir l'expérience, l'expertise, ils se lancent dans ce domaine. Et ça également, moi je pense que c'est surtout dans ce sens qu'il faut, comme tu l'as dit, il faut vraiment qu'on structure et mettre vraiment, avoir une réglementation, quelque chose qui est très 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 défini par le gouvernement et également les communautés locales. Merci Mohamedou. Alamine. Moi je dirais, je vais rejoindre Mohamed parce que c'est toujours le manque dans le comment dire, le contexte légal. Parce que les praticiens, on sait qu'ils existent partout, mais ils ne sont pas légalisés. Pourtant, ils peuvent apporter plus dans la médecine, surtout pour soigner des petites maladies. Pas que des petites maladies, même des maladies graves. Parce que moi, je me dis, la majorité des virus ou pandémies ont été créés à cause de manipulations dans les laboratoires. Pourtant, si on faisait tout par la nature, on ne devait pas avoir certaines maladies ou certains virus qui devaient sortir. Et la reconnaissance passe également par la valorisation du savoir. Pendant longtemps, la médecine traditionnelle a été stigmatisée. Pourtant, derrière chaque préparation, se cache une connaissance. Comment dépasser les préjugés qui pèsent encore sur ces pratiques, Alamine, selon toi? Bon, moi je dirais... Tu as raison, parce que les tradis praticiens sont mal vus. Déjà, quand on dit tradis praticien, on dit tradition, nanana, ça apporte un mauvais regard sur la personne. Donc, moi, je dis, la nature, pour être plus près de la nature, comme Varso l'a dit, il a dit tout à l'heure, la nature nous récompense quand on la respecte. Quand on la respecte, on en prend soin. Donc, le cadre dans lequel le tradit praticien se met pour utiliser la nature, pour te rendre service, je pense que ça ne devrait pas être mal vu. Puisque la nature a toujours su récompenser celui qui la traite bien. Donc, c'est d'abord le regard qu'on doit changer, le regard sur les tradis praticiens qu'on doit changer. Parce que ce qu'ils font,
ce qu'ils font avec les produits de la nature, c'est vraiment essentiel, c'est important, ça aide vraiment. Puisqu'il y a plein de plantes qui sont... Il y a des plantes qui sont reconnues internationalement pour soigner, par exemple, le paludisme. On l'a bien fait. Il y a le paludisme, il y a la typhoïde, il y a plein d'autres maladies qui sont reconnues et qui sont... comment dire? Le diabète également. Exactement. Et c'est reconnu internationalement et légal, c'est légal en fait. Donc, le regard qu'on a sur les traditions praticiens doit d'abord changer et on doit les accepter. C'est vrai, il y a par exemple au Mali, il y a des collaborations entre les tradis praticiens et la médecine dans les hôpitaux. Il y a également en Ouganda, il y a les petites collaborations qui, déjà en Ouganda, ils sont déjà reconnus légalement. Pourquoi pas dans d'autres pays d'Afrique? Tout à fait. Et quel rôle joue l'éducation dans la transmission de ce savoir-faire, Mohamedou? L'éducation, je vais d'abord dire, c'est la base de tout. Donc, il va falloir, par exemple, structurer les choses. Parce qu'une chose qui n'est pas structurée, de manière générale, qui n'est pas quand même bien reformulée, ça risque de dégénérer et ça risque d'être, comme tu l'as dit à la question précédente, nous allons être stigmatisés. Peut-être les personnes également, même qui vont exercer cette profession, ils vont être stigmatisés. Maintenant, la place de l'éducation, pour être plus précis, c'est de ne pas juste dire que moi, mon grand-père fut un tradipraticien, donc j'ai l'ADN d'un tradipraticien, c'est comme ça que c'est... C'est pas les affaires des griots ici. Hein. Voilà, il faut juste qu'on soit raisonnable. Il ne suffit pas d'être issu d'une famille, d'une personne qui a été un tradipraticien pour dire qu'également, moi je vais être tradipraticien. Il va falloir avoir une formation. Même les personnes qui ont issu de ces familles-là, ils ont reçu une formation en apprenant de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc, la place de l'éducation, c'est de les former, de les encadrer et de les donner tout le nécessaire pour qu'ils puissent exercer cette fonction noble. C'est quelque chose qui est noble puisqu'ils vont apporter un plus. Pourquoi? Déjà, pour faire la part des choses, le coût de la médecine, par exemple, le coût de la santé, par exemple, dans certains pays, comme par exemple chez moi, c'est extraordinaire, c'est coûteux. Donc, la médecine traditionnelle, je ne vais pas dire qu'on va remplacer la médecine par la médecine traditionnelle, puisque dans chaque chose, il y a un seuil où ça ne peut pas aller au-delà. Par exemple, si on veut être opéré, les tradipraticiens ne vont pas prendre leur couteau et dire que non, ils vont opérer les gens. Donc ça, c'est la nouvelle technologie qui peut le faire. Donc, il faut juste les encadrer, les structurer et les faire conformer à des règles qui ne font pas dépasser pour que cette personne ou que ces gens qui exercent cette profession, qu'ils ne soient pas stigmatisés, pour également qu'ils ne soient pas également à l'origine de beaucoup de dégâts au lieu de causer une avancée par rapport à la santé et autres, de causer un recul en rendant beaucoup plus maladifs les gens, puisque des fois on en voit également beaucoup de choses. Je dois dire que moi j'ai rencontré une personne, j'ai acheté un produit, il m'avait dit que ça soigne la perte de cheveux. Mais j'ai pris ça et j'ai continué à avoir les pertes de cheveux. Donc, je deviens un peu, chauve ou autre pour une personne, voilà. Donc, c'est quelque chose parce qu'il n'y a pas une structuration, parce que les gens ne sont pas éduqués sur ça, ils ne sont pas formés. Donc, il va falloir qu'on s'accentue sur ça. Sur l'éducation et la formation. Ouais. Marceau. Eh bien, moi, je suis toujours partisan de celui qui met un peu plus le marteau sur l'éducation. C'est-à-dire que tout doit passer par l'éducation. Même si on parle de tout ce qui est traditionnel, on sait très bien l'art traditionnel chez nous, c'est beaucoup oralement. C'est très difficile, ou encore à l'époque, c'était difficile de pouvoir le voir écrit quelque part, peut-être dans des zones où il y avait des grottes, où on peut trouver quelques peintures rupestres qui peuvent donner justement quelques indices là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut passer par l'éducation. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pays qui ne valorisent pas les praticiens. D'ailleurs, on les appelle tradis, alors qu'en réalité, ils soignent aussi. Voilà. Carrément, normalement, le nom qu'on doit leur donner, c'est apothicaire, parce qu'ils se servent de la nature pour soigner. Pour pouvoir soigner. Et c'est pour une personne qui a une entreprise pharmaceutique qui va avoir de mauvais œil sur ce qui est les plantes qui sont dans certains pays. Donc, du coup, on va essayer de diaboliser les plantes qu'on a autour de nous, qui nous font pas du mal, mais après, ça retombe justement sur nous et
ce qu'ils ont déjà utilisé, ce que leurs grands-pères ont déjà utilisé auparavant. Malheureusement, c'est ça. Justement, il y a aussi un enjeu économique, le commerce des plantes médicinales qui génère des millions de dollars chaque année, mais la majorité des profits échappent aux communautés détentrices du savoir. Alamine, comment transformer cette richesse en source de développement local ? Bon, ça sera difficile. Bon, pour moi, je trouve déjà que le fait que la majorité de ces revenus appartiennent aux grandes entreprises, c'est un mal. Parce que c'est vrai, comme Verso l'a dit tout à l'heure, il diabolise la pratique, pourtant il gagne dessus. Normalement, en fait, ça c'est dans presque tous les domaines. C'est pas seulement dans la médecine ou dans les plantes médicinales qu'on a chez nous, par exemple. Même dans le cacao, le café, on est producteur, mais on n'en profite pas réellement sur place, ouais. Parce que le produit fini ne vient pas de chez nous. Et on vient nous vendre le produit fini à un prix exorbitant. C'est la même chose avec la médecine. Ils prennent nos médicaments, nos plantes pour aller en faire des médicaments. Mais le médicament, quand il revient chez nous, il coûte 4 fois plus. Donc, ils prennent d'abord le médicament à bas prix chez nous, la plante à bas prix. Ensuite, ils viennent nous revendre le produit fini encore à un autre prix exorbitant. Donc, il y a d'abord cette part de choses qu'il faut faire entre le produit naturel et le produit fini. Déjà, on doit gagner dessus. Ça, c'est clair. Ça vient de chez nous, donc on doit gagner dessus. Et maintenant, quand vous venez nous revendre la chose, s'il vous plaît, ne nous vendez pas cela à un prix vraiment trop élevé. C'est vrai, on dit la médecine n'a pas de prix, mais elle a un prix. Elle coûte ta santé à toi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Varso, tu voudrais peut-être... Eh bien, franchement, les deux, il faut être vraiment vigilant. Il faut savoir, si on protège pas notre savoir, d'autres vont l'exploiter à notre place, comme c'est déjà le cas dans plein de domaines. Et aujourd'hui, je peux dire que de ce fait, la médecine africaine, si je peux le dire directement comme ça, elle est basée d'abord sur l'humain. Comme je disais tout à l'heure, l'esprit et l'environnement. Donc, c'est d'abord l'humain. La question de gain n'est pas encore mise en avant. Je prends l'exemple sur moi. Quand on grandissait, vous voyez, quand on tombait malade, on pouvait aller voir une maman dans le quartier qui pouvait utiliser certaines plantes pour t'aider. Et quand tu arrives, tu es complètement malade, elle va utiliser les plantes, elle te soigne, on veut payer, elle dit non, vous payez après que l'enfant soit guéri. Donc ça veut dire, on voit déjà dans la base, l'objectif c'est guérir la personne, ce n'est pas le côté économique. Oui, donc maintenant le côté économique vient de la personne qui a reçu la guérison ou bien qui a reçu les soins. Donc le côté économique, c'est vrai, on peut le développer. Mais justement, si on se laisse trop aller dans le côté économique, et on va délaisser tout simplement ce qui est l'humain, donc guérir l'humain. Mais donc, on peut faire très attention là-dessus. Il y a un autre point crucial qui est l'environnement. Donc, à mesure que certaines plantes deviennent prisées, leur surexploitation menace la biodiversité. Et le paradoxe est là. Donc, la médecine naturelle peut aussi devenir un danger pour la nature si elle est mal gérée. Comment concilier expansion de la médecine traditionnelle et protection de l'environnement, selon toi, Mohamed? Alors pour ça, on va toujours, encore une fois, revenir sur la question de l'éducation. On va toujours revenir encore une fois sur la question de l'éducation, parce que ce n'est pas bien structuré. Le métier ou cette fonction, elle n'est pas aussi prise en compte comme on doit de le faire. Pourquoi? Par exemple, je vais revenir sur des propos que j'ai utilisés au début. Par exemple, il y a une personne qui pense que mon grand-père était praticien, donc j'ai l'ADN ou je vais prendre son héritage dans le sang et autres, alors que c'est pas ça. Et la personne va juste rentrer dans la forêt et couper, déforester toute la forêt. Donc c'est une chose, au lieu, tu es là, tu dis que tu contribues à la communauté. Or, encore une fois, tu es en train de nuire. Pourquoi? Tu fais du bien là-bas, tu fais du mal là-bas.
Parce que la nature, juste le fait qu'il n'y ait pas d'arbres, ça également peut causer beaucoup de maladies. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons les nouvelles technologies, les gaz à effet de serre, et nous n'avons pas d'arbres pour essayer de récompenser ou de combler ce gap qui est là pour nous protéger de ça. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y aura pas de pluie. Et s'il n'y aura pas de pluie, il y aura la sécheresse. Et il y a beaucoup de maladies également qui viendront. Donc, il y a beaucoup de maladies qui viennent avec. Et maintenant, cette tradition ne sera pas la solution pour même soigner ces maladies, puisque les maladies sont beaucoup plus nombreuses que les praticiens eux-mêmes. Donc, dans ce cas, il va falloir également qu'on s'accentue sur l'éducation et essayer de mettre des structures en place. Une réglementation et que les personnes doivent respecter de facto. S'ils n'arrivent pas à respecter, faire des pénalités. Donc, donner des licences comment on les appelle encore, de prestations à ces personnes qui se disent praticiens, et mettre une cellule en place, une cellule vraiment comme on a une cellule pédagogique, une cellule d'observation de croissant lunaire, une cellule de lutte contre le terrorisme, une cellule de lutte contre ça et ça et ça. Mettre également en place une cellule par rapport à ces praticiens pour une personne qui essaie de menacer, pour une personne qui essaie vraiment de menacer cette biodiversité, et on dit niet. Et tu vas pas vraiment t'enrichir les poches pour juste... Merci Mohamedou. Alamine, un dernier mot. Dernier mot, mais il sera un peu long. Je vais revenir légèrement sur Mohamedou. Oui. Tu as dit tout à l'heure qu'il faut qu'on mette un cadre légal dans toutes les pratiques. Par exemple, il y a dans la pêche, par exemple, quand tu pêches un poisson, et surtout il y a certains poissons qu'on ne doit pas pêcher. Il y a, par exemple, le thon. Il y a une certaine longueur de temps. Quand tu le pêches, tu le remets dans. Donc, les tradis praticiens, eux, ils savent ce qu'ils font. L'apothicaire, pardon, moi je vais utiliser maintenant le terme l'apothicaire. Il sait ce qu'il fait. Quand il va vers la nature, il sait que cette plante, je la coupe aujourd'hui, je vais pas la couper pendant 3, 4, 2 mois. Pour attendre qu'elle revienne ou qu'elle repousse quelque part. Donc, lui, il sait, mais c'est pas tout le monde qui sait. Les grandes entreprises pharmaceutiques, elles ne savent pas cela. Elles partent trouver, peut-être elles ont leur champ où elles cultivent cela, mais ça sera pas comme aller couper quelque chose dans la nature, juste comme ça. Il va partir dans la nature, raser tous les arbres pour faire un médicament, frère. Non, il faut mettre un cadre légal pour tout. D'où les cellules. Exactement, je te rejoins, mon frère. Je te rejoins. Moi, je pense que c'est tout ça, c'est tout ce que je veux dire. Merci, Alamine. Varso, un dernier mot. En fait, on va toujours revenir sur la formation. Vous savez, la question de la qualité ou Varso, encore... j'ai une petite question. Oui. Que faut-il faire pour bâtir l'avenir de la médecine traditionnelle africaine? Bonne question. Brièvement. Oui, justement, il ne faut pas stériliser la tradition au nom de la science. Ok? Ça, c'est la première des choses. Il faut plutôt accompagner les praticiens, les former, créer des labels de qualité, et tout en gardant justement l'esprit symbolique du lien avec la culture et la nature. Donc, je pourrais citer par exemple au Ghana, il y a le Centre pour la médecine alternative et complémentaire. Justement, on forme les praticiens et on les délivre des licences pour garantir l'hygiène et la qualité des plantes et le bon dosage pour cela. Merci Varso. Il y a également en Ouganda que tous les praticiens, désolé de te couper, également en Ouganda, les praticiens s'enregistrent au ministère de la Santé. C'est une bonne chose. Ouais, très bonne chose également. Merci à Alamine, merci Mohamedou, merci à Varso. La médecine traditionnelle africaine, c'est un savoir vivant en constante adaptation. Elle parle de plantes, mais aussi de liens, de mémoire, de fierté. Elle nous rappelle que la santé n'est pas qu'une affaire de traitement, mais aussi de relations avec le monde, à la nature, à nos ancêtres et à nous-mêmes. Elle n'est pas là pour remplacer la médecine moderne, mais pour l'enrichir, pour offrir d'autres chemins de guérison. Merci à mes chroniqueurs pour leur regard éclairant. Merci à Lies Kerbash à la réalisation et à Amine à la barre technique. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Continuez de penser, de questionner et de faire vivre nos cultures. On se retrouve très bientôt pour un nouveau brassage ici, au cœur de nos réalités africaines.
yo mérité respect, et oui. M'a voyé un coup de micro pour yo, et ouais. Pour moi, yo qui même valait avec la vie, et où. Disons, tu fais si bon ça, yo, c'est héros. Yo pas qu'à dormir si nous pas qu'à dormir. Yo pas qu'à bouger si nous pas qu'à calmer, yo pas qu'à calmer. Y'a si veillé, nous même les mouns pas si veillé, yo. En vérité, moun ça yo plus que héros. Yo oublié pour famille, yo. Brave mauvais danger. Yo pas bête, héros, c'est yo. C'est chaque jour, ouais, devant nous. Nous qui baillons tout ça, yo, yeah, oublié tes jobs pour servir d'autres. C'est yo. C'est même qui fait yo. C'est chaque jour, ouais, devant nous. Nous qui baillons tout ça, yo, yeah, oublié tes jobs pour servir d'autres. C'est chaque jour, maman, papa, petit, t'as passé devant yo pour prendre soin tout partout. Y'a travail se poser, pas jamais décourager, c'était pas négligé. Bien ça, quitter, 3000 bien loin. Sauver femme ancien petit bébé. Dans le moment pandémie, corona, ça, yo c'est premier